Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis designer tricot et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations de tricot. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode. J'ai 3 projets dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Un projet fini qui est un nouveau modèle que je viens tout juste de publier et de nouveaux en cours, de nouveaux designs. Un qui est un petit peu imprévu, comme c'est souvent le cas pour les modèles d'été. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est une combinaison du fait que j'aime beaucoup tricoter des modèles en fonction de la saison dans laquelle je me trouve, et aussi le fait que comme c'est des modèles qui se tricotent plus rapidement, j'ai un peu plus tendance à céder à la spontanéité, donc c'est arrivé l'an dernier, plusieurs fois, et c'est arrivé aussi cette année. J'ai une idée de modèle de t-shirt estival et il faut que je l'ai tout de suite, là, maintenant. Après, est-ce que j'étais vraiment obligée de décider d'en faire 2 prototypes ? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Mais je vous montrerai tout ça en dernier. Et voilà, j'ai tout de suite un problème avec le mohair. C'est fou, hein. Je vais pas réussir à m'en défaire. C'est bon. Mon œil est sauvé. Vous savez, c'est comme... vous savez, les mascaras avec effet... il y en avait quelques-uns il y a quelques années, je sais pas si ça se fait toujours. Ce perso, j'ai toujours trouvé l'idée un peu bizarre. En fait, vous avez un côté du mascara où c'est le mascara, et de l'autre, en fait, ça vous dépose des fibres sur les cils, et donc l'idée, c'est de vous rajouter de la fibre sur les cils, comme si vous aviez plus de cils. Et... Ah, je l'ai eu. Et on peut faire ça avec du mohair, tout simplement, en fait. Pire idée. Pire idée. Ça va pas. Il fait pas beau. Je crois que j'ai choisi le seul jour pour filmer où il fait pas beau. Mais c'est pas grave parce que du coup ça tombe bien avec le pull que je porte et que je dois vous présenter. Tout de suite, vous allez très vite constater que je ne suis pas à l'aise avec les cols V. Et avec ça, je trouve ça très joli, mais j'ai pas l'habitude. Donc si je passe ma vie à faire ça, je suis désolée. Ah oui, je voulais... Je sais qu'il y a des gens qui regardent les vidéos sur la télé. Quelle idée. Et mon amie Annelise m'a montré une vidéo de son pauvre chat qui, visiblement, n'aimait pas qu'on agite des choses et qui s'en prenait à la télé. Du coup, voilà, je vais faire ça un peu. On va voir si ça... Vous me direz si ça embête vos animaux. Mais voilà, j'espère que vous allez bien. Je voulais aussi vous remercier pour vos... Je vais arrêter de faire ça tout de suite, c'est idiot. Si je savais jongler, ce serait peut-être plus drôle. Je voulais vous remercier pour vos commentaires sous le dernier épisode aussi. Je sais pas pourquoi, il y a eu une envie de lancer des débats. En ce moment, pas vraiment des débats, mais des questions. Et voilà. Je vais juste commencer cet épisode. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage ou retrouver un projet en particulier, n'hésitez pas à regarder ça. Vous avez en fait un temps en bleu et si vous cliquez dessus, ça vous amène directement au temps en question sur la vidéo. C'est un lien. C'est comme ça que fonctionne l'internet. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, les patrons et les laines que je vais vous montrer, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes patrons en vente sur différentes plateformes. Voilà. Je vais commencer avec un nouveau modèle que je viens tout juste de publier. Il s'agit du pull que je porte, il s'agit du un peu dernier gros pull de cette saison avant de passer sur des accessoires et des modèles estivaux et de très vite revenir à des gros pulls en fait parce que du coup en septembre il faut recommencer. Voilà. Mais il s'agit du pull Ori qui a un... Oh non, le pli. Bon, il a été plié pendant un long moment. Qui est donc un gros pull en
col V. C'est vraiment un grand pull. Il est vraiment fait pour être porté avec beaucoup d'aisance, des manches très larges. Donc c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. On commence par des épaules et donc vous voyez que vous avez des détails de points de riz qui vont se retrouver un peu partout sur le modèle. Et donc ça commence avec les épaules ici. Donc vous faites des rangs raccourcis sur les épaules et vous descendez dans le dos et vous descendez sur le devant en formant un col V, qui est un col V qui tombe assez bas, hein. Comme c'est vraiment un gros pull lâche, l'idée c'est de le porter avec quelque chose en dessous. Après c'est en fonction de ce que chacun aime. Voilà. Ensuite on rejoint le corps en rond et là en rond pour du jersey, jusque en bas du pull où sur le devant vous avez à nouveau un petit rectangle de points de riz qui se positionne un peu voilà sur les 3/4 du devant. Donc c'est que sur le devant et en fait ça fait que vous avez je vais pas y arriver. Le devant, non j'arriverai pas, je suis pas assez grande. Le devant qui courbe légèrement par rapport au dos parce que le point de riz ayant un échantillon en rang plus resserré que le jersey, et bien ça remonte un peu et ça vous fait comme une courbe descendante. Vous avez dans le patron des pinces poitrine en rang raccourci, des pinces poitrine horizontales qui permettent, si vous avez généralement des problèmes avec les pulls qui remontent parce qu'il n'y a pas assez de place pour votre poitrine, et bien ça permet d'éliminer ça. Voilà. Et ensuite on relève les manches. Et donc comme je vous le dis, les manches sont prévues très larges. Après c'est très facile de modifier ça, hein. C'est en fait soit vous faites l'emmanchure plus courte, vous relevez moins de mailles ou vous diminuez plus vite. Voilà, c'est un peu c'est un modèle qui est vraiment basique, qui est vraiment tout simple et du coup il faut pas hésiter à l'adapter à ses préférences. Et donc sur la manche vous avez cette ligne de points de riz qui descend en fait des épaules jusqu'en bas. Vous avez quelques diminutions en haut, ici, de chaque côté du point de riz. J'ai décidé que j'aimais bien mettre mes diminutions là. Je sais pas pourquoi. Mais pour moi, pour les plus gros pulls, j'ai l'impression que ça va mieux. En fait, avec les pulls, les formes épaules tombantes, quand c'est des grosses manches, je trouve que c'est plus joli d'avoir la diminution en haut parce que ça accompagne, disons, la courbe. Et vous avez ensuite plus de diminution ici au poignet. Alors moi j'en ai pas fait beaucoup parce que je voulais pas un poignet très resserré, mais encore une fois vous pouvez le resserrer davantage si vous voulez et avoir vraiment un petit effet un peu ballon. Que dire de plus? Toutes les finitions du pull, si j'arrive, toutes les finitions du pull sont des ourlets en quelque sorte. Donc que ce soit en bas, sur les manches et sur le col. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que, eh bien, vous passez à une aiguille plus petite, vous tricotez en jersey, le nombre de rangs donné, en fait, la largeur que vous voulez au final pour votre finition. Vous tricotez un rang envers, ce qui vous donne ce petit effet faussement picot, en fait, et qui permet à l'ourlet de se replier très facilement. Vous retricotez du jersey sur la même longueur, donc en fait, avant de replier, vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Et ensuite, vous pliez le jersey et vous le cousez, en fait, sur l'envers. Donc le patron vous explique comment faire ça. Vous n'avez pas à rabattre les mailles puis à coudre. Vous voyez, j'arrive pas, hein. On va en parler de ça. Vous n'avez pas à rabattre les mailles puisque je trouve pas ça utile en fait parce que ça utilise plus de fil et pour moi c'est beaucoup plus difficile après de faire la couture. Là en fait vous gardez les mailles sur votre aiguille, donc c'est pas une vraie couture. Le patron vous indique où mettre un marqueur pour vous guider et en fait vous accrochez vos mailles à l'envers du pull. Voilà, une maille par maille vous l'accrochez et ça fait que c'est pas trop rigide non plus, mais ça ajoute un petit peu de fermeté et je trouve
que c'est un joli détail et j'aime bien cette finition. Voilà. S'il y a des gammes de patron hein, pour vous montrer, voilà. Après, si ça vous embête, c'est pas obligé. Pareil. Et donc au niveau du col en V, on fait comme ça. Et en plus, vous avez ici au centre des diminutions pour former le V en fait. Quand vous faites un col en V, il faut faire des diminutions au centre parce que sinon ça fait pas une pointe. Et donc il s'agit d'une diminution centrale. Je voulais en parler un petit peu parce que dans les diminutions doubles, il y en a deux qui sont très proches et qu'on confond. Enfin, je sais pas si on les confond, mais c'est juste qu'on veut pas faire celle que je dis de faire en me disant que c'est l'autre, alors que non. Vous avez la diminution qui consiste à glisser une maille, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et ensuite faire passer la maille glissée par-dessus. D'accord? Et parfois, à tort, celle-là, on l'appelle diminution centrale, alors qu'elle n'est pas centrale. Elle est à la penche à gauche, puisque vous avez 3 mailles. Vous glissez une maille, vous tricotez les deux ensemble, et vous faites passer ça par-dessus. Du coup, ça penche. Voilà. La diminution que vous devez faire ici, celle qui est dans le patron, donc il faut lire le patron, comme toujours. En fait, ce que vous faites, c'est que vous glissez 2 mailles, vous glissez 2 mailles, je vais y arriver avec mes doigts, hein. Vous glissez les 2 premières mailles ensemble à l'endroit, vous tricotez une maille, et vous faites passer les mailles glissées par-dessus. Il faut bien les glisser à l'endroit. C'est marqué, c'est pas pour rien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc vous aviez 3 mailles, et les 2 diminutions, elles passent bien derrière. Et c'est bien la maille centrale qui remonte. Donc ça, c'est une vraie double diminution centrale, et il faut pas faire l'autre, parce que c'est pas la même diminution, en fait. Voilà. Je crois que j'avais fait une vidéo, oui, j'ai une vidéo Patreon. Alors j'aime pas trop vous dire d'aller sur Patreon, mais bon, là en l'occurrence, si jamais vous êtes sur Patreon et que vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est la vidéo de juillet 2020, où je parle un petit peu de ce genre de choses, des directions en tricot, les choses qui vont à gauche, les choses qui vont à droite, pourquoi est-ce que des fois on glisse les mailles dans un sens pour pas tordre la maille. Voilà, c'est une vidéo sur l'anatomie du tricot et comment mieux comprendre et mieux voir pourquoi des fois les mailles elles sont torses, des fois les mailles elles vont à droite, à gauche ou au centre. Et je pense que si il faut regarder une seule vidéo sur Patreon, c'est celle-là, puisque c'est une vidéo qui, en fait, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui moi m'avait permis d'apprendre à lire mon tricot. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel quand on veut être un peu plus à l'aise en tricot et comprendre ce qu'on fait. C'est d'apprendre un petit peu à lire son tricot et cette histoire de diminution est dans cette vidéo Patreon. Mais voilà, en gros, juste faites la diminution qui est bien notée dans le patron pour avoir ce V et cette diminution centrale. Voilà. C'est un patron en collaboration avec Déborah de Les Petites Potions. Vous le savez, qui est une teinturière très locale, ouais, c'est ma pote, quoi. Non. En fait, on s'auto-fait la promo. En fait, on est la RP l'une de l'autre. Faut que je t'envoie ma facture, d'ailleurs. Mais... pas du tout, hein, pas du tout. En plus, je sais même pas si j'ai... En fait... Par rapport à la discussion sur les laines teinte-main et les laines commerciales de la dernière vidéo, en fait, j'ai publié la vidéo, le podcast, et je me suis dit, mais en fait, j'ai oublié un élément essentiel qui est de parler des collaborations et du fait que des fois, en tant que designer, on reçoive de la laine gratuitement. Et c'est vrai que j'ai pas le réflexe de dire quand c'est pas le cas, parce que pour moi, c'est la base, en fait, que j'achète. J'ai compté parmi mes designs, et en fait, les designs où la laine m'a été offerte, que ce soit de la laine teinte-main ou de la laine commerciale, parce que ça arrive aussi, c'est que 20%. Voilà. Et parce qu'en fait, voilà, j'achète l'immense majorité de ma laine, c'est un choix, parce que ça me permet de créer dans un cadre où je suis un petit peu plus à l'aise, surtout parce que, en fait, moi j'ai envie de soutenir les gens comme je peux. Voilà. Et du coup, j'ai pas le réflexe de dire quand je n'ai pas payé la laine.
parce que pour moi, donc voilà, donc partez du principe que si je ne le dis pas, c'est que j'ai acheté la laine. Par contre, quand on me l'a offerte, je le dis, voilà, on m'a envoyé la laine, c'est une collaboration. Et sauf que là, j'ai un problème parce que peut-être que Déborah, tu peux me dire, est-ce que tu te souviens si j'ai payé cette laine ou pas? Parce que le souci, c'est que je sais plus parce que j'ai fait différents projets en collaboration avec Déborah. Des fois j'ai acheté la laine et des fois elle me l'a offerte sans me demander mon avis. Et du coup, je ne sais plus. Je pense que j'ai acheté ses écheveaux. Parce que je lui avais demandé en particulier, je pense. Je ne sais plus. Je sais plus. Bref. Donc là, il y a un doute. Mais le fait est que c'est un modèle tout à fait prévu avec ses fils et en particulier sa base originale. Donc sa base originale, c'est un fil marbré, un fil non superwash de laine Highland. Donc la laine Highland, c'est une laine péruvienne en général, qui est pas très sèche. Enfin, c'est vraiment, moi je la trouve au toucher semblable à de la Ulysse ou de la Dererum Natura, sauf que vous avez pas le côté dufteux, voilà. Mais c'est une laine qui est très répandue dans les gammes non superwash et qui est hyper intéressante. Et c'est un fil donc qui est marbré, c'est-à-dire que vous avez de temps en temps un des brins du fil qui est noir. Et moi j'avais l'idée de doubler ça avec du mohair, voilà, pour un peu avoir un effet doudou et un peu, comment dire, envelopper le marbrage et voir un petit peu ce que ça donnait. Et j'ai en plus choisi un mohair d'une couleur légèrement différente, c'est un mohair qui était gris. Et du coup ça ajoute au chinage, si vous voulez. Donc c'est doublement chiné. Ce que vous voyez par exemple ici sur cette zone où j'ai peu de marbrage, on voit quand même la différence entre le fil original qui était rose et le mohair qui est gris. Voilà. Donc il s'agit du coloris praliné en original et du coloris pearl en mohair. Vous pouvez tout à fait prendre 2 fois le même coloris, c'est-à-dire avoir le fil marbré et le mohair dans le même coloris, c'est super joli. Voilà, les associations en fait sont hyper intéressantes parce que quand on double, ça m'énerve ce pli là, j'aurais dû, j'ai pas le réflexe de faire attention et de déplier mes modèles avant de vous les montrer. Bon, j'espère que vous m'en voulez pas trop. En fait, quand on double quelque chose avec du mohair, la couleur change d'une façon qui est particulière. C'est-à-dire que vous avez la couleur du mohair un peu par-dessus, mais en même temps, elle change le ton de ce qu'il y a en dessous. Donc c'est vraiment hyper marrant de trouver ces associations. Je vous conseille d'essayer vraiment de combiner non superwash et mohair. Parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper intéressant. La non superwash, elle est beaucoup plus légère. Elle est moins chaude, elle est moins lourde. Et du coup, ça fait un pull qui est moins pesant, disons, que si j'avais doublé superwash et mohair, ce qui est très sympa aussi. Mais en fait, doubler non superwash et mohair, ça permet d'avoir quelque chose qui est quand même doux, parce que si vous aimez le mohair, bah, c'est exactement le même toucher, c'est-à-dire vous avez le moelleux, le mohair. En plus, si vous prenez un mohair de teinturier comme Déborah ou un mohair que vous aimez beaucoup qui est très doux, eh bien voilà, vous avez le toucher moelleux que vous connaissez. Et si vous avez peur d'être sensible à des fils plus naturels, eh bien là le problème n'existe pas en fait, puisque ce que vous allez sentir c'est le mohair. Mais vous avez quand même l'avantage du non superwash de la légèreté. Et donc je trouve ça beaucoup plus portable en mi-saison notamment. Et donc voilà, si vous avez jamais essayé d'associer la non superwash et mohair, je vous conseille d'essayer parce que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En fait, il y a deux associations mohair que j'aime beaucoup, c'est single, merino single et mohair, et non superwash et mohair.
j'aime pas trop doubler, enfin j'aime pas trop, si ça va, mais disons que j'aime moins doubler des... Je crois qu'un animal se fait maltraiter. Non, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Je crois qu'on a encore un conflit. Je sais pas si vous avez entendu, mais c'est juste ma mère qui s'en prend au chien ou au chat, on ne sait pas. Mon chat est malade. Et après avoir cassé... Non, je sais pas si c'est lui qui a cassé les vases, mais bon... après cette histoire d'esprit, maintenant ils sont malades. C'est un peu pénible. C'est pas leur faute. Mais bon. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Elle me perturbe. J'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Oui, doubler des laines superwash retordues avec du mohair, ça c'est sympa, hein, mais je trouve ça moins... Il n'y a pas un petit plus, on va dire. Voilà. Et le petit plus avec le non superwash, c'est sa légèreté. Voilà. Donc évidemment c'est un pull, si vous voulez le faire avec un seul fil, ça se fait avec un échantillon de DK. Et voilà, vous pouvez voir mes versions test avec beaucoup de fils. Voilà, la raison pour laquelle j'ai pas trop resserré mes poignets, c'est que moi je remonte tout le temps mes manches. Hein. Vous pouvez voir parmi les versions test différents essais de coloris, que ce soit avec du mohair ou avec un seul fil en DK. Et voilà. J'aime bien me poindre. L'idée c'était de trouver un point qui soit discret mais qui ajoute quand même un petit côté texturé. Et moi j'aime énormément tricoter du point de riz. C'est long, mais j'aime énormément le résultat et j'aimais bien les petits détails des épaules. Comme ça. Voilà. Donc j'espère qu'il vous plaît. Alors, l'histoire du col V, parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis pas très col V. En fait, j'ai un peu de mal à savoir comment les porter. Alors, les gilets, ça va, mais les pulls, je ne sais pas. J'ai plusieurs problèmes, parce qu'en fait, là, vous voyez, j'ai un pull, un gros pull avec du mohair, et ben j'ai froid là, en fait. Donc, je comprends pas le concept. Et donc... en général, je porterais sur, je pense, un espèce de col roulé ou un col montant ou quelque chose comme ça. Et pour ce qui est de ça, je trouve ça très joli. Mais en fait, c'est pas tout à fait bien réglé. En fait, j'ai beaucoup de mal à associer des blouses ou des hauts avec des cols ou de la dentelle avec le col V. Parce qu'en fait, il faut que ce soit la bonne largeur, la bonne profondeur pour qu'on voit quand même le col dessous. Et j'ai pas, comme c'est pas quelque chose que je porte souvent, j'ai pas dans ma garde-robe beaucoup d'options. Donc là c'est le mieux que j'ai trouvé. Et sauf que bah du coup si je le laisse vivre sa vie, bah on le voit pas. Parce que voilà, parce que c'est pas la bonne association. Et je trouve ça trop pénible en fait, pour moi personnellement, de trouver la bonne association, parce qu'il faut que ce soit la bonne forme de col dans les deux cas. Et donc après maintenant je peux prendre le problème à l'envers. Disons que j'ai acheté ça là, j'ai acheté ce débardeur là, et maintenant je vais prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire que si je me fais des pulls et que je veux les porter avec ça, bah je vais mesurer et je vais faire en sorte que ça aille. Mais voilà, comme j'ai pas beaucoup ça dans ma garde-robe, pour moi c'est hyper difficile de trouver un col, une blouse, quelque chose qui matche parfaitement avec le V en question du pull que je veux porter. Mais ça, je trouve ça très joli, mais c'est juste que voilà, si je bouge, en fait, ça ne se positionne pas bien. Et puis quand même, enfin du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'ai un col encore plus large et encore plus profond, quoi, pour pas que ça fasse ça. Les histoires, les problèmes, hein. C'est compliqué. Voilà. Donc c'est mon problème avec les cols V. Je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue. Mais enfin c'est joli, hein, si je bouge pas.
Voilà, je ne bouge pas. Après, c'est peut-être aussi une question de morphologie, parce que peut-être que si j'avais plus de poitrine, ça tomberait pas. Le haut ne tomberait pas dessous, et du coup, ça reste très bien comme ça. Là. Ouais. Et j'ai pas trouvé de... j'ai pas trouvé. Je cherche des petits débardeurs avec genre de la dentelle, mais même si c'est pas un col V, hein, juste qu'en fait, que du coup, la dentelle se voit. Mais j'ai pas trouvé. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Voilà. Problème. C'est compliqué. Hein. Voilà, donc c'est le pull Ori. Le pull, pas le haut avec la dentelle. Qui, si vous avez des idées de vêtements associés, ou si vous... Je sais pas, il y a peut-être un lieu caché, une caverne cachée où il y a exprès plein de blouses avec une hauteur qui est compatible avec différentes hauteurs de col V, je ne sais pas. Dites-moi, les gens qui portent beaucoup de col V, j'ai besoin de votre aide. Mais le pull Ori est disponible sur Ravelry et Payhip. Et sur Ravelry, comme d'habitude, vous avez une petite réduction pour la sortie. Donc c'est moins 15% avec le code ORI. O-R-I. Voilà. Jusqu'à dimanche. Voilà, jusqu'à dimanche. J'espère qu'il vous plaît. C'est un peu, voilà, c'est un gros basique. J'avais fait le pull Ryu l'année dernière, mais qui était un raglan. Et donc là, voilà, c'est un autre basique pour les fans de Jersey. J'espère que vous êtes contents après des mois de traversée du désert en torsade. Bien, voilà, ça y est, j'ai un modèle en Jersey pour vous. Et que je trouve hyper confortable. Moi, j'aime bien les gros trucs, là. Voilà, et je sais que... alors, je le redis, j'aime pas quand on... quand on érige des goûts personnels en règle. Et une chose en particulier, c'est le fait que sur les épaules tombantes, les manches doivent être ajustées parce que sinon c'est pas féminin et sinon ça fait gros tas. Oui. Moi j'ai pas forcément envie que ce soit féminin et moi j'aime bien les pulls gros tas. Donc voilà. Donc les manches sont larges alors que c'est un pull à épaules tombantes. Désolée, mettez-moi au pilori si vous voulez. Qu'est-ce que je disais la dernière fois avec mon amie, c'est que en fait si on va au pilori, nous il faudrait nous jeter genre de la lopi ou des choses comme ça. Bref, voilà. Moi j'aime bien les grosses manches, y compris avec les épaules tombantes. Voilà, c'est comme ça. Je vais arrêter sur ce pull et je vais passer à mes encours. Et je vais commencer avec dans le dernier épisode, dans l'épisode précédent, je vous avais montré les écheveaux de Mary Kid de Teinture Lurée, donc qui est ici. Teinture Lurée. Donc c'est sa base Mary Kid qui est sa base de mélange Merino et Mohair en single. J'ai dit une bêtise la dernière fois parce qu'en fait, je pensais que ce coloris, qui est le coloris principal de mon projet, qui s'appelle Récit d'un raté, en fait, le nom m'a fait penser que c'était pas un coloris permanent, mais si, tout à fait. Et donc, je créais un châle avec cette laine. Et j'ai commencé. Et alors, dans le dernier épisode, je vous avais montré un point qui potentiellement allait être sur le châle. J'ai pas fait ça, évidemment. J'ai changé d'avis. En fait, ce point que je vous avais montré, qui est un point... en fait, c'est du point mousse avec une maille glissée un peu en quinconce qui forme des hexagones. J'ai un peu l'impression qu'il faut le mettre sur une surface plane. Et du coup, là, ça n'allait pas puisque je voulais créer un châle triangulaire. J'ai pas fait beaucoup de châles triangulaires. Vrai triangle, ce que je veux dire, voilà, de vrais triangles qui se tricotent du haut vers le bas. En fait, des modèles comme ça, j'en ai un, qui est le châle Avellana, qui est un vieux patron, qui est un châle tricolore avec des torsades. Et
une ménagerie dans le jardin. On a un petit couple de mésanges, un couple de tourterelles. Et par contre, il y a 3 pies et 3 merles. Et ils sont toujours 3 par 3. Donc je sais pas si c'est la réincarnation des Bee Gees en oiseau ou si c'est un ménage à 3. Je pensais que les oiseaux étaient monogames, mais visiblement non. Donc il y a des histoires polyamoureuses dans mon jardin. Et les pies, c'est très drôle parce qu'elles sont très grosses et vraiment elles marchent dans le jardin 3 par 3 comme ça là. Et c'est très très drôle parce que du coup le chat, quand il est derrière la vitre dans le salon, il est vraiment elle le nargue quoi. Je sais pas si vous voyez l'attitude des pies, mais c'est vraiment tu m'auras pas. C'est vraiment c'est drôle, ça me fait rire. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Des châles triangulaires. Oui, j'en ai pas fait beaucoup parce que comment dire, il faut trouver les bons points pour que le patron soit lisible. Parce qu'en fait, quand vous faites un châle, j'ai un petit croquis. Ça, c'est mon croquis de modèle. Vous allez voir que j'y suis étonnamment fidèle pour l'instant. En fait, si vous placez des points, il faut gérer les augmentations ici sur le centre et ici sur le côté. Donc vous vous retrouvez avec des grilles qui vont comme ça. 2 fois, parce qu'il y a 2 côtés. Donc en fait, vous avez 2 grilles qui font ça à chaque fois. Et le truc, c'est que si vous avez un point qui est un petit peu complexe ou qui a une répétition longue, bah, vous devez avoir des grilles comme ça là, et c'est pas forcément hyper lisible. Donc il faut trouver un... Je vais faire ça toute la vidéo, hein, faites avec. Ou alors je peux peut-être... Je vais coincer ça, et après on verra si ça tient. Je parlais de quoi? Les points, les triangles. Et du coup, il faut trouver un point qui ne fasse pas ça. Et je sais pas, c'est pas une forme avec laquelle je suis très à l'aise en termes de design. La construction est très simple, hein. Mais disons que voilà, c'est pas quelque chose qui m'attire généralement. Jusqu'à il y a quelques mois où je ne vois que des châles en triangle. J'ai 3 idées, dont une que je ne sais pas si je pourrais vraiment réaliser parce que c'est ce problème de la répétition qui implique une grille immense, mais que j'aime beaucoup et que j'ai vraiment envie de faire. Mais qui sera peut-être un modèle un petit peu, voilà, qui demandera de lire son tricot un petit peu pour un des 2 côtés du triangle, c'est compliqué. Mais j'ai plein d'idées là, je sais pas pourquoi, mais ça y est, il y a eu le petit déclic sur les châles en triangle, et là j'ai pas mal d'idées, de motifs justement qui s'agencent en fonction de cette construction. Et j'ai commencé mon modèle, et alors c'est pas pratique à montrer les châles triangles parce que du coup c'est voilà. Donc, est-ce que vous vous êtes déjà dit que c'était une bonne idée de mélanger de la brioche et des mailles croisées? Hein? Dites oui. Faut dire oui. Voilà le point que j'ai décidé finalement d'utiliser pour le haut du châle, parce que je trouve que sur les châles triangulaires, il faut des trucs qui aillent dans le même sens finalement. Et voilà, des lignes qui épousent un peu la forme. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai cru que j'avais un fil qui partait. Et donc voilà, les châles triangulaires, ils se commencent par ici. Vous faites un montage en mousse, et ensuite donc j'ai une bordure en point mousse, bordure sur laquelle je fais des jetés que je fais tomber après pour avoir une bordure plus souple. Vous avez d'autres jetés ici qui consistent à augmenter qui font les augmentations du châle. Vous avez une maille centrale ici avec aussi des augmentations, cette fois-ci intercalaires de chaque côté. Et vous avez au centre ce point que j'adore.
je trouve ça trop chouette. Je l'ai trouvé dans un dictionnaire de points japonais, mais il était tricoté donc de manière assez serrée, mélangé avec d'autres torsades. Et du coup là, ça ne ressemble pas du tout à la photo du dictionnaire de points de base. Et je l'ai modifié un petit peu pour qu'il fonctionne comme ça. C'est juste une répétition de 5 mailles. C'est simple à tricoter. En fait, voilà, vous avez une maille ici qui est une maille brioche. Et ici, les mailles croisées qui twistent. Alors, qui twistent d'un sens, puis de l'autre. La brioche, j'ai une révélation que, en fait, faire une maille brioche, c'est faire une maille glissée, sauf que au lieu de laisser le fil sur l'arrière du tricot, vous le mettez par-dessus. Oui, je sais, c'est la base, hein, c'est juste que j'avais pas fait le rapprochement jusqu'à présent. Et en fait, ce système de maille-là, qui en anglais s'appelle tuck stitches, donc maille... Comment... Voilà, maille comme ça. Et apprenez l'anglais avec Audrey. Vous savez que quand vous apprenez les langues, c'est plus pratique si on vous donne... Enfin, comment dire ? Il y a une méthode d'apprentissage de langue qui consiste à ne pas vous traduire dans votre langue maternelle et à vous faire comprendre les choses autrement. Et bien voilà, c'est ça que je vous fais. C'est ça que je vous propose aujourd'hui. Donc les tuck stitches, qui justement c'est ça. Ça consiste à glisser une maille mais en faisant passer le fil par-dessus. Et quand vous avez ça sur toutes les mailles du tricot, que ce soit en format côte ou en format quinconce, comme la brioche en nid d'abeille, eh bien c'est ça qu'on voit traditionnellement appeler brioche, parce que c'est sur toutes les mailles. Mais vous pouvez faire ça juste sur une maille, en fait, ou sur un autre agencement. Enfin, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire que de la brioche avec des mailles brioche sur tout le truc. Voilà. Et on peut associer ce principe de maille tuck à d'autres choses. C'est quelque chose que j'ai pas mal utilisé dans mon grand châle un peu patchwork qui sortira à l'automne. Et là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'il y a que cette maille-ci qui est une maille de brioche. Et le reste, donc, ce sont des mailles croisées. Et autant la brioche, disons, ce qu'on appelle brioche traditionnelle, ou ce type de maille, et sur tout le tricot, autant j'aime bien, mais pour moi c'est équivalent à du jersey ou à du point mousse, donc j'ai pas d'attirance spéciale dessus. Autant les points qui utilisent le même principe mais mélangés à d'autres choses autour, autant ça j'aime bien. Ça j'aime beaucoup. Et donc voilà, c'est simple, c'est une répétition de 5 mailles, donc ma grille elle fait 10 rangs et elle est toute petite, tout machin, c'est super sympa. Et ça va pas être hyper compliqué à digérer comme instruction, disons. À tricoter c'est simple, c'est une manipulation, hein, parce qu'il faut voilà, il faut faire les mailles croisées toutes les 3 mailles, quoi. Donc voilà, ça fait beaucoup de manipulation. Si vous aimez pas manipuler des choses, voilà, ça va peut-être être un petit peu rébarbatif, mais c'est pas du tout compliqué à faire. Voilà, ça demande très peu de réflexion. Et donc j'ai fait ça pour un certain temps, puis après ça commençait à me faire mal aux mains, donc j'ai dit j'en ai marre, je passe au reste. Donc, et vous voyez comme c'est fidèle, regardez comme je respecte mon idée. J'ai fait un rang de nopp avec la couleur contrastante, donc en fait j'ai pris ma couleur contrastante, donc qui est le coloris October, et j'ai glissé des mailles, et toutes les 3 mailles j'ai fait une nopp. Ça fait beaucoup de nopp, certes. Et après je suis revenue de l'autre côté pour reprendre ma couleur principale. Et donc là je vais faire, j'ai commencé à faire des petites côtes torse, et je vais faire
des smocks en fait, vous savez quand vous prenez le fil et que vous entourez les mailles avec. Je vais faire ça là. Et après, qu'est-ce que me dit mon croquis? Mon croquis me dit Tweed MC plus CC. J'écris pas très bien. Alors là, en l'occurrence, je trouve que j'ai quand même pas mal écrit pas si mal. Hein. Ça, pour moi, c'est bien écrit. Hein. C'est-à-dire que vous avez une idée à peu près de mon niveau. J'ai envie de faire un petit jeu de mailles glissées avec les deux coloris. Et après, je finirai le châle avec une bande de côte dans le coloris contrastant parce que je sais pas pourquoi j'aime bien finir les châles triangulaires. Je trouve que les châles triangulaires qui finissent avec une bande de côte, je trouve ça très joli. J'ai pas encore décidé quel genre de côte. Peut-être que ce sera juste des côtes de 2. Mais voilà. Qu'est-ce qui est fait? Je lui ai dit que j'enregistrais et qu'il faisait pas de bruit. Jeter des trucs par terre, ce n'est pas ne pas faire de bruit. Terrible. C'est terrible. Voilà. J'aime énormément ce pot. Je trouve ça trop beau. Je trouve ça très beau, mais peut-être un petit peu long à faire. C'est pas très long à faire, c'est juste que faire des mailles croisées sur autant de surface, je pense que ça, sur un pull ou quelque chose, ce serait assez difficile sur la longueur. Mais voilà, je trouve ça très sympa. J'ai pas encore trouvé exactement quel genre de point je vais faire ensuite pour mélanger les deux couleurs. Je vais fouiller bien dans mes dictionnaires de points ou adapter parce que j'ai fait des essais pour plusieurs choses et en général j'essaie un point et je le modifie un petit peu et puis en le modifiant j'ai une idée d'une autre modification et du coup je me retrouve avec des dérivés de points à réutiliser dans d'autres designs. Voilà. Alors, j'ai vu que donc Teinture Hurlurée avait en ce moment sorti un modèle de châle qui est très sympa avec, enfin c'est pas elle mais c'est Marion Knits, donc la designer, qui a fait un châle aussi avec ce fil qui est un mélange de cotorse et de dentelle très chouette. Et du coup, Teinture Hurlurée a pas mal de cette base en ce moment sur sa boutique, si vous voulez tester. C'est hyper agréable à tricoter, c'est dufteux, voilà, j'aime bien. Après avoir... j'ai pas tant de châles en single que ça, mais moi j'aime bien parce que quand on bloque de la single, en fait, vraiment, elle s'étale et elle y reste, et il y a très peu besoin de la forcer à prendre forme. Laisse tomber, hein. Je laisse tomber. Comment ne pas du tout mettre en valeur son modèle, hein, galérer avec le col, mais en fait c'est pas le col, parce que le col du pull, hein, tout va bien, hein, c'est juste ça là, je ne sais pas quoi en faire. Petit châle qui est prévu pour juillet normalement, si je le termine, et si j'arrête d'être distraite, puisque, comme je vous le disais en début d'épisode, qu'est-ce qu'il se passe quand on a une idée et qu'on a envie de la faire là maintenant tout de suite. Ça m'a... Oh, j'ai oublié mon petit croquis. J'ai vu... alors, et je ne sais pas quelle marque c'est, parce que je n'ai pas trouvé la marque. J'ai vu sur Instagram quelqu'un porter un t-shirt de prêt-à-porter. Et je trouve pas la marque. C'était un t-shirt avec à rayures horizontales. Et en fait, les couleurs des rayures changeaient du corps aux manches. En fait, voilà. C'était, alors sur le corps, les rayures étaient rouges et blanches. Sur une manche, elles étaient jaunes et blanches. Et sur l'autre manche, c'était 2 teintes de bleu. Et je trouvais ça très sympa. Je trouvais ça très sympa et ça, machin. Et j'ai eu envie d'essayer de transposer ça en... alors, j'ai pas trouvé la marque. Donc, j'ai pas pu trouver le t-shirt. Du coup, je me suis dit, ah, tant pis, je vais le faire moi-même. Mais je voulais le transposer un peu au tricot. Le t-shirt à la base est en manches montées. Donc voilà, ce sont des manches comme ça montées.
Je sais pas si le tissu était un jersey ou un tissu tissé. Mais en tricot, c'était pas très pratique. J'avais pas très... les manches montées, j'ai pas encore trouvé une façon convenable de le faire pour un truc avec de l'aisance. C'est un peu... je suis pas hyper à l'aise avec cette construction encore, et du coup, j'étais pas... en plus, il aurait fallu gérer les rayures sur les rangs raccourcis, et comme je voulais quand même que ce soit un t-shirt avec un petit peu d'aisance, un petit peu souple pour l'été, le fait de devoir... le fait de devoir avoir de l'aisance, mais en même temps, le principe des manches montées, c'est qu'il faut que les épaules soient bien ajustées, et du coup, la construction, cette construction-là ne me paraissait pas hyper judicieuse pour transposer cette idée en tricot. Et donc j'ai réfléchi à plusieurs choses. Après, je me suis dit, je peux peut-être faire un raglan à plat. Parce que ça se fait de faire des raglans à plat, et en fait on coud les raglans ici, on ferait les 4 parties et on coudrait d'abord les raglans avant de fermer le t-shirt en bas là, comme on le fait si vous faites des t-shirts raglans en couture. Mais je me suis dit que le fait d'avoir les changements de couleur là comme ça, voilà, j'étais pas... non, ça me tentait pas. Et du coup, qu'est-ce qu'il reste? Il reste notre copain les épaules tombantes, et c'est ce que j'ai fini par retenir, parce que en fait ça me permet de faire de l'intarsia. Et en fait j'ai décidé d'avoir, je vais vous montrer parce que j'ai bien avancé quand même, et donc du coup ça ressemble à quelque chose. Ça me permet d'avoir ceci, comme ceci. Voilà. Et en fait, alors attendez. Voilà le modèle, le haut du modèle en tout cas. En fait, voilà. D'avoir les épaules d'un côté et le corps au centre. Et ensuite, là j'ai fini le haut, et je vais rejoindre en rond et faire le corps uniquement dans ces deux couleurs. Voilà. Donc il n'y a que les épaules qui seront dans des rayures différentes. Et en fait, pourquoi c'est sympa? Parce que ça permet plein de combinaisons différentes en fait. Le fait de le faire comme ça en intarsia, donc ça c'est le dos, en fait ça a l'air tordu, mais ça ne l'est pas, hein. Ne vous inquiétez pas. En fait ça permet de soit avoir que 2 couleurs et d'inverser les rayures, comme ce que j'ai fait ici, ou de changer que la rayure, comme ce que j'ai fait ici, ou de changer le fond, ou bien d'avoir 2 couleurs complètement différentes à chaque fois. Voilà, ça, en fait, ça permet plein de modifications différentes. On peut utiliser jusqu'à 6 couleurs, de 2 à 6 couleurs, et on peut soit inverser les rayures, soit changer les couleurs, soit les deux, le faire que sur une seule épaule, le faire sur les 2 épaules. On pourrait même techniquement le faire sur les épaules devant et sur les épaules de dos différents. Enfin voilà, en fait ça permet plein de changements différents, et je trouve ça trop chouette. Et alors, attendez, je vais le passer parce que peut-être que ce sera plus regardable comme ça. Voilà, regardez. Parce que alors là, le spécial combo t-shirt d'été, pull au riz, dentelle, on adore. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et voilà mon idée. Pas bloqué, tordu, tout va bien. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa, non? C'est sympa. J'ai fait le col en comme Ori. Exactement comme ça. Pour avoir cet effet un peu t-shirt, comme t-shirt du commerce, parce que c'était mon inspiration de base. Et donc on commence par les épaules, on commence par le dos, les épaules, on fait quelques rangs raccourcis. Ensuite,
On fait pareil de l'autre côté. On rejoint les 2 épaules dans le dos en introduisant la partie centrale, quoi, le corps, au centre. Et on tricote donc en rayure, en intarsia. C'est pas compliqué, l'intarsia c'est vraiment tout bête, hein. C'est vraiment juste vous juxtaposer 2 couleurs différentes et il faut juste accrocher les 2 parties en croisant les fils au niveau du changement sur l'endroit. C'est vraiment tout bête. Mais disons que sur ce modèle, la façon dont je vais écrire les explications pour bien donner toute la liberté créative si vous voulez, eh bien voilà, on gérera à la fois l'intarsia et les rayures un peu soi-même, mais voilà, c'est facile, hein, vous pouvez compter votre nombre de rangs en rayures et vous savez que vous devez changer tout ça. Donc après on fait le dos jusqu'en bas de l'emmanchure, on relève les mailles sur le devant, on fait pareil des rangs raccourcis et on forme l'encolure. Alors sur ce prototype là, parce que oui du coup je vais faire deux prototypes, sur ce prototype-ci, qui est donc le prototype neutre, j'ai fait une encolure qui est assez basse, et sur l'autre je la remontrer un petit peu, tout simplement en, pardon pour le bruit, tout simplement en tricotant, parce qu'il y a une portion là où on tricote droit, et du coup, en tricotant moins longtemps droit, eh bien le col va remonter, tout simplement. Donc ce sera un petit peu un patron multi-possibilités. Je fais ce prototype dans des coloris neutres. Hop, et en fait, vous voyez, donc ma couleur principale, c'est le noir, et le reste du corps sera comme ça. Juste avec le fond noir et les rayures grises. Et donc sur une épaule, j'ai juste inversé les coloris, et sur l'autre épaule, j'ai changé le coloris contrastant pour ce camel doré. Voilà. J'utilise de la, vous voyez en fait la jonction en intarsia, voilà c'est comme ça, et sur l'envers, voilà. Vous pouvez aussi, voilà, donc il faudra aussi faire courir les fils sur la grande rayure, pareil en croisant, voilà, le patron aura toutes les infos. Je pense que je ferai un espèce de, j'essaierai de faire un dessin technique avec les rayures. Comme ça, vous pourrez peut-être l'imprimer et écrire ou colorier, si ça vous amuse, les rayures comme ça, quand vous ferez votre tricot, vous suivrez en même temps votre propre schéma personnalisé. Voilà. Et donc, j'utilise de la Biobalance de BC Garn, donc qui est un fil que j'avais déjà utilisé à différentes reprises, que j'aime beaucoup. C'est le coloris 30 en noir, et ensuite je crois que 6 c'est le gris et que 28 c'est le camel doré. Donc voilà, je voulais une version en coloris neutre. Je trouve cette association très sympa. J'aime beaucoup cette couleur, alors que c'est normalement pas du tout une couleur que... pas du tout. C'est pas du tout une couleur que je porterais, mais je l'aime énormément. Et voilà. Et du coup, ça va être mon prototype coloris neutre encolure basse. Je sais pas si, parce qu'en fait, la finition des manches, qui sera comme celle-là, donc là je la ferai avec le gris. Et par contre, là si on veut être logique, il faudrait que je la fasse encore avec le noir. Mais j'ai un peu envie de la faire plutôt avec celui-là, même si... parce qu'en fait, j'ai peur que si je fais 2 fois le noir, ça fasse vraiment asymétrique. Même si, logiquement, c'est ce que je devrais faire. Après, en même temps, je fais ce que je veux. Hein. C'est un peu le patron d'association de couleurs comme on veut. Voilà, on fait un peu les choses... Ça vous choque, ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me fait bizarre, mais...
Ouais, ça me fait bizarre, je sais pas. Je sais pas, je verrai bien. Je peux faire les deux. Donc je vais, donc là c'est hop, à plat. Donc je vais rejoindre le devant et le dos en rond et tricoter le corps jusqu'en bas. Là, voilà. C'est pas compliqué, mais sur le haut du corps, il faut gérer les rayures et l'intarsia en même temps et faire les augmentations sur le col, mais c'est pas, voilà, c'est rien de compliqué. Et après, une fois qu'on a passé ça, on rejoint en rond et là on fait juste du jersey avec des rayures que dans 2 couleurs en corrigeant la démarcation, mais voilà. Et du coup voilà, j'avais un peu envie de faire un modèle comme ça où on a l'intérêt dès le début et puis après c'est bon. On part sur quelque chose de plus relaxant pour finir le tricot. Et donc mon autre prototype, j'ai pas encore la laine, je l'ai commandé. Eh bien j'utiliserai la même laine que celle avec laquelle j'ai fait le débardeur que je vous montrais dans les... Vous voyez, c'est débile, hein. Donc non, non les colvés, non. Je refuse entièrement tout un concept de vêtements parce que je suis incapable de trouver une bonne association. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, le même fil que ce que j'ai utilisé pour faire mon débardeur que je vous montrais dans l'épisode précédent. Le mélange coton et soie que j'aime énormément. Et donc en fait, je vais réutiliser mes restes du débardeur. C'est dingue, je sais pas si vous l'entendez. Rajouter, j'ai commandé du rouge, du doré et du vert clair. Du coup, pour reprendre un peu les couleurs du t-shirt originel qui m'a donné inspiration. Et je cherche toujours d'où il vient ce t-shirt, hein, mais je sais même pas quelle marque, sur quelle marque je cherchais. En plus, comme c'est une photo d'une Instagrammeuse, je peux pas faire de recherche inversée Google parce que c'est pas la photo du site qui vendrait potentiellement le t-shirt, je ne sais pas. S'il faut, c'est un très vieux truc qu'elle a et du coup, on ne sait pas. Bref. Et donc j'attends les autres fils, je ferai mes 2 prototypes et je lancerai le test, comme ça vous aurez les 2 exemples et notamment aussi avec la hauteur d'encolure différente. Et voilà, donc je pense que ce sera un modèle qui sera prêt pour août, hein, parce que voilà, c'est un modèle un peu improvisé. J'espère que l'idée vous plaît, comme je vous le dis. Bon là c'est pas très joli, hein, parce que c'est un peu tordu, mais moi je trouvais l'idée sympa parce qu'en fait c'est hyper créatif et ça vous permet vraiment de faire 20 000 associations différentes. Et je trouvais le principe chouette avec des techniques qui sont amusantes mais pas compliquées. Disons que au maximum, quand vous faites l'intarsia, vous pouvez avoir 6 pelotes. Parce qu'il faut une pelote par partie, par couleur, parce que quand vous faites le changement, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'en avais 5. Sur mon autre prototype, eh bien, j'en aurai 5 aussi, puisque je vais faire continuer une des rayures. Et... mais vous pouvez en avoir jusqu'à 6, ou vous pouvez en faire tout simplement, comme je vous dis, vous pouvez ignorer complètement tout le principe et juste faire un t-shirt à rayures, avec deux rayures, il n'y a aucun souci, ça fonctionnera très très bien aussi. Puis en plus, du coup, c'est facile à compter parce que quand vous devez faire correspondre le dos et le devant, vous comptez les rayures, voilà. Voilà. Donc j'ai fait ça en 1 jour et demi. J'étais très très motivée par mon idée. Et voilà, j'ai hâte de le finir et de commencer la deuxième version avec ce fil que j'aime tant, le mélange coton et lin. Et voilà. Et du coup, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour cet épisode. 3 projets. J'espère que ça vous plaît, que vous passez un bon mois.
cheveux, un bon mois d'avril, que je vous ai pas trop énervé avec mon ma dentelle. Mais voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Je vous retrouverai début mai pour commencer la saison des modèles estivaux, disons. Et voilà, je vous dis à bientôt. Salut!